Donc on est parti pour la série numéro 5 de code. Allez, c'est parti. Question 1 sur 40. Ce panneau m'informe que j'entre dans une zone de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que j'entre dans une aire piétonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qui m'indique ce panneau? Zone de rencontre. Non. Une aire piétonne. Non. Touc, touc. Non et non. Ce panneau, par contre, quoi, tout simplement. Et donc, qui marque cycliste voiture et tout. Panneau qui indique j'entre dans une aire piétonne, mais aussi un fond bleu. Le panneau présenté ici n'a rien à voir, il indique simplement des toilettes publiques. D'accord? Il indique juste des toilettes, celui-là. Ah, il avait raison, KTH, il avait tout bon. Allez, question 2. À 100 km/h, mon champ visuel est d'environ 100 degrés, 75 degrés, 45 degrés ou 30 degrés. Alors, quand il parle de champ visuel, enfin, ton champ visuel, il rétrécit pas vraiment comme ils disent. En fait, c'est la vision nette qui rétrécit. Ouais, ça se voit, t'inquiète, chef, y a pas de souci. Merci déjà pour le lurk. Donc en fait, ta vision nette, elle se rétrécit parce que plus tu vas vite, plus sur le côté ça devient flou en fait. Mais ta vision, elle est toujours au même degré. Mais donc à 100 km/h, ton visuel net est d'environ 45 degrés. Ça baisse fort, hein, ça baisse fort. À l'arrêt, le champ visuel est d'environ 180 degrés. À 40 km/h, il est environ 100 degrés. À 100 km/h, il est déjà plus qu'à 45 degrés. Et à 130, ils disent 110, 120, 130, à peine 30 degrés de vision nette. Alors, petite vidéo. J'ai pas remis la petite musique en fond, je vais la remettre après. Et léger. Alors. La route semble déneigée. Je peux passer? Oui, réponse A. Réponse B. En fait, la route barrée, circulation interdite. Bah non, en fait, hein, tout simplement. Hein. Je ne peux pas passer, on va pas se mentir. Hein. Ça paraît logique, non? Alors sur mon permis de conduire, je peux me voir retirer en une seule fois. Donc je peux me faire retirer le permis complet, hein, d'accord? Pour un délit. Mais sinon, quand on perd des points, en une seule fois, je peux perdre au maximum 6 points, 8 points ou 12 points. A pour KTH. Et la réponse c'est B. Je peux perdre jusqu'à 8 points d'un coup, seulement. Non, pour une seule infraction, c'est 6 points, mais là, ils disent en une seule fois, donc infraction cumulée. Infraction cumulée, donc c'est 8. Ils précisent pas, du coup. Là, ils précisent pas que je peux me retirer en une seule fois. D'accord? Genre, je sais pas, tu grilles un feu, et puis avec ton téléphone à la main, voilà, quoi. Donc, bah, là, tu vois, ils disent, alcool et téléphone, par exemple, je peux perdre jusqu'à 8 points. Alors que normalement, alcool c'est 6 points et téléphone c'est 3 points. Donc normalement, tu aurais dû perdre 9 points, tu vois. Ou pareil, je sais pas, tu passes un feu rouge et un peu d'alcool, ben, normalement, c'est 6 et 4, c'est 10 points, tu vois. Et là, t'en perds que 8. Que 8. Quand tu perds 8 points d'un coup, tu le sens passer. Hein. Ah, le mieux, c'est de pas le faire, hein. On est d'accord. Il y a un feu au téléphone de la ceinture et tu rentres dans un sens interdit. C'est ça. Voilà, tu peux en perdre que 8 d'un coup. Ouais, tant qu'à y aller, autant y aller à fond. De toute façon, tu peux pas perdre plus. Alors, la signalisation m'interdit de poursuivre ce dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est la réponse B. En effet, ça m'interdit pas de le faire.
Là, on voit bien que de toute façon, il pleut, j'aurai jamais le temps d'y aller, mais c'est pas une interdiction. Donc ça m'interdit pas de poursuivre. Alors, même 2 ou 3 voies. Hein. Oui, en plus c'est une 3 voies, donc ça m'interdit pas. C'est la 3e voie qui va se rabattre, donc ça m'interdit pas de poursuivre mon dépassement. Ça arrive. De toute façon, on est sur la 2e, exactement. Très bonne observation. La voie à ma gauche va être supprimée, mais pas la voie où je circule. Je peux donc poursuivre le dépassement de ces 2 véhicules pour qu'ils se trouvent dans la voie la plus à droite. Ok. Question 6. En cas de panne de batterie, je retire celle-ci... Non, je relie celle-ci avec la batterie d'une autre voiture. Donc en mettant le plus avec le plus avec le moins, et le moins avec le plus, ou le moins avec le moins. Plusieurs réponses sont possibles, attention. Bon, ça paraît pas compliqué hein, quand même, quand tu es marrant. T'es nul. Ah, t'es nul? T'as jamais redémarré une voiture quand t'es en panne de batterie? T'as jamais mis des pinces? Là, il parle de mettre des pinces dessus, sa voiture. C'est moi qui l'a fait. J'ai pas de pince. Ah bah bravo, KTH. J'appelle mon assurance, il m'envoie quelqu'un gratos avec une batterie portable, c'est ça. Mais c'est pareil, sa batterie portable, il aura une pince aussi. Il mettra le plus sur le plus et le moins sur le moins, tout simplement. Tu les mets déjà sur ta batterie à toi, éteint, enfin qui marche pas. Mais le moins, ensuite le moins de l'autre côté, ensuite le plus sur le tien et le plus à l'autre. Allez hop, j'ai grillé la batterie. Ah, si tu veux, ouais, ben. En fait, c'est comme si en électricité, tu mettais la phase et le neutre en même temps, en fait. Après, peut-être parce que j'étais électricien dans le temps, ça me paraît hyper logique, hein, quand j'étais plus jeune. Et voilà. En fait, disons que ça va faire des étincelles très rapidement, hein, si tu mets le plus avec le moins. Hein, tu vas le sentir, en fait. Hein. Dès que tu vas le toucher, ça va te faire des grosses étincelles. Donc, tu vas dire, ah, c'est sûrement pas là. Je suis nul en électricité, bah voilà. Donc, c'est le plus avec le plus et le moins avec le moins, d'accord? Alors, soit on fait ça, soit on change la batterie, évidemment, si notre batterie est abîmée. Hein. Soit on met, comme il disait Chef tout à l'heure, normalement, il y a ce qu'on appelle des boosters. C'est des boosters. C'est pas des boosters Pokémon, hein. C'est des boosters où, justement, où tu as une pince et tu mets les pinces dessus et c'est une sorte de batterie. Et ça te fait démarrer. Alors, sur une route mouillée, mon temps de réaction A est inchangé, B augmente de 50%, C augmente de 100%. Vert sur le bouton vert. Alors. En effet, c'est la réponse A. Le temps de réaction, il n'est pas dû au temps extérieur, d'accord? C'est ça, le temps de réaction n'a rien à voir avec l'état de la route. Le temps de réaction, c'est pas... c'est dans la tête, d'accord? Il pleut pas dans ma tête, comme je dis tout le temps. Tac, inchangé. Cela n'a pas d'impact réel sur le conducteur. Le temps de réaction, qui est normalement d'environ une seconde, reste inchangé, que la route soit sèche ou humide. D'accord? Question suivante. Un mauvais entretien de la climatisation entraîne une surconsommation du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut rendre malade. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah, Katia, je vais me dire, mais moi, j'ai pas la clim dans ma voiture. Elle est trop vieille. Donc, je laisse quelques secondes et je donne les réponses. Oui. Et oui, un mauvais entretien de la climatisation, ça entraîne une surconsommation. Et ça peut également te rendre malade, d'accord, avec les filtres et compagnie. Il faut absolument s'occuper de l'entretien de son véhicule. Il faut faire entretenir sa clim, notamment faire vérifier que le réservoir de gaz est suffisant. La climatisation a un mauvais rendement et son moteur plus que prévu, compenser ce qui entraîne une hausse de consommation du carburant. La climatisation mal entretenue peut rendre malade. Cela concerne également le filtre d'habitacle qu'il faut remplacer régulièrement, peine d'y voir développer des germes. Alors, les usagers vulnérables, donc question 9. Les chances de survie pour un piéton heurté à 50 km/h sont d'environ A 20%, B 40%, C 70%, D 90%. On heurte un piéton à 50 km/h.
Ouais, à 70 km/h, il y a combien de chances? Il y a 0. Et à 50 km/h, t'as environ... moins que ça. Environ 20. Environ 20. Alors qu'à 30 km/h, t'as environ 90% de chances de survivre. C'est pour ça que bien souvent, quasiment tous les centres-villes maintenant, ils sont limités à 30 km/h. Entre 50 km/h et voilà, et 30 km/h, bah, tu passes de 20% de chance de survie à environ 80 à 90%. Hop. Alors, sur chaussée humide, question 10. L'ABS réduit la distance de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Évite le blocage des roues. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors... ça ne réduit pas la distance de freinage. En effet, l'ABS, ça sert simplement à ne pas bloquer les roues. Et du coup, le fait de ne pas bloquer les roues fait qu'on garde la direction. Ça sert à maintenir la direction. Ce qui fait que, bah, au lieu d'aller taper si t'as une bagnole qui est arrêtée, par exemple. T'as une bagnole qui est arrêtée là, bah du coup, toi tu peux garder et avancer. Et hop, avec ta voiture, vu que ça bloque pas les roues et que tu gardes la direction, tout en freinant, tu peux tourner et te foutre à côté pour l'esquiver. Et ça te fera pas t'arrêter plus vite. Je demande ma petite voiture que je la dis. Ça évite le blocage des roues, c'est ça. Alors, le rôle de l'ABS n'est pas de réduire la distance de freinage, quel que soit l'état de la route, qu'elle soit sèche ou humide, son rôle est d'empêcher le blocage des roues. Lorsque le blocage est bloqué, donc il est impossible de contrôler le véhicule. Voilà où la physique la porte, en général en ligne droite. Je vais rouler important, et un faux sentiment de sécurité, c'est ça. Alors, on va pas se mentir, le fait de l'avoir l'ABS, en vrai, parce que vu que quand tu appuies à fond dessus, ça bloque pas les roues, ça met plein de petits à-coups et tout. En vrai, je pense que tu gagnes quand même quelques mètres de freinage. Mais c'est pas son but, en fait, c'est pas son rôle. Et surtout que ça te bloque, et éviter que les roues elles se bloquent et que tu continues à glisser. Bloquer les roues. Oh putain. Question 11. Mon alcoolémie sera diminuée si je dilue une boisson alcoolisée dans A. Du jus d'orange. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une boisson énergisante. Oui, réponse C. Non, réponse D. Est-ce que je peux faire diminuer mon taux d'alcoolémie en buvant des boissons? En buvant du jus d'orange ou en buvant une boisson énergisante? C'est ça, exactement. Tu dis B et D, et c'est là que tu dis que tu bois pas. Tout à fait, KTH. C'est exactement ça. Donc on ne boit pas, déjà, avant de prendre la route. Ou on ne boit pas tout court. Votre carré de bulle orange, c'est ça. On ne boit pas, et la seule chose qui peut faire diminuer le taux d'alcoolémie, c'est le temps. Vous pouvez faire ce que vous voulez, boire du café, boire des Red Bull, boire ce que vous voulez. C'est pareil, d'accord? La seule chose qui va faire diminuer, c'est quand tu as un foie à peu près correct. Donc ça descend de environ 0,15 grammes par heure. Allez, question 12. Ah, petite vidéo. Je devrais revenir dans la voie de droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Un peu cadeau, celle-là. Hein. Il y a toujours des questions cadeaux dans le code, c'est normal. En même temps, il ne peut pas y avoir 40 questions difficiles. Mais, bah, en fait, oui. Ah oui.
Bah, techniquement, il faudra bien revenir un jour, mais surtout, regarde, quand on regarde la vidéo, si tu regardes la vidéo, on voit bien que là, sur la gauche, il y a un panneau hein, qui nous dit que de toute façon, dans 200 mètres, il y a un rétrécissement de chaussée, quoi. Donc forcément, il y a un panneau rétrécissement de chaussée, donc oui, à un moment ou à un autre, on sera bien obligé de se remettre à droite, d'accord? Donc évidemment, vu le monde qu'il y a, ça va être un petit peu la misère, il aurait peut-être dû anticiper avant et se remettre sur la voie de droite, donc il va falloir contrôler, clignoter et espérer qu'il y ait une personne un peu sympathique qui te laisse passer. Alors, ma voiture peut être équipée d'un feu de brouillard arrière. Alors, mort s'il a apparaît ici. Alors, si j'ai un feu de brouillard, il peut être à gauche uniquement, il peut être à droite uniquement, ou il peut être de chaque côté. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Oui. Le feu de brouillard arrière, il peut être à gauche uniquement et pas à droite, et de chaque côté. Ça, c'est les feux de recul qui peuvent être à droite et de chaque côté. Le feu de brouillard arrière, il est forcément sur la gauche, et le feu de recul, il est forcément à droite. 89. Il est au moins à droite. Après, il peut être des deux côtés, mais c'est à gauche uniquement ou de chaque côté. Les autres, ils disent à gauche, ou il peut être au centre peut-être, mais bon, il est 90% à gauche. T'as déjà plus le droit à l'erreur. T'es déjà à 5 fautes sur 13 questions. Aïe, aïe, aïe. Ouïe, ouïe, ouïe. Ça va être compliqué cette session. Alors, si je dois m'arrêter, donc si je dois m'arrêter ici, est-ce qu'il est préférable de freiner sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur la voie où je circule? J'allume mes feux de détresse, oui. Réponse C, non. Réponse D. C'est parce qu'on fait pas assez de sessions, c'est pour ça KTH. C'est la répétition qui fait. Alors, si je dois m'arrêter, il est préférable de freiner sur la bande d'arrêt d'urgence là où il y a toute la neige ou de commencer à freiner sur la voie où je circule? Freine d'abord ici en mettant ses feux de détresse et quand on va tout doucement, on roule sur la neige et la glace. C'est B et C. Et de freiner. Ah oui, il a pas dit de s'arrêter. Hein. Il n'a pas dit de stationner. Hein. Je vais stationner à droite, mais si je dois m'arrêter, il est préférable de freiner. Donc d'abord sur la voie, et ensuite de mettre les feux de détresse. Ah oui. Si je dois m'arrêter, il est préférable de freiner, oui. Allez, on va dire t'as pas faux. Bien souvent, tu sais, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs aussi, problème de compréhension de l'énoncé ou... problème de compréhension de l'énoncé ou de relecture. Faut vraiment faire bien attention. Alors, je dois obtempérer. Si un ordre m'est donné par un gendarme, oui, réponse A, non, réponse B. Un policier municipal, oui, réponse C, non, réponse D. Ah, je dois obtempérer si un gendarme me donne un machin et un policier également. Ça se saurait sinon si tu ne veux pas obéir aux forces de l'ordre. Hein. Ils sont prioritaires surtout. Hein. Les forces de l'ordre, si tu arrives sur un carrefour, même si le feu est rouge et qu'il te dit de passer, bah, tu dois y aller, d'accord? Je ne contracte pas. C'est ça. Et si le feu est vert et qu'il a la main devant toi, tu t'arrêtes quand même. Par contre, si le feu est rouge et il te dit de passer, bah, tu passes quand même, il n'y a pas de souci. Il dit de t'arrêter sur le côté et de lui montrer ses papiers. Après, s'il te demande de demander l'assurance, tu dis, mais monsieur, depuis le mois d'avril, on n'a plus besoin de papier d'assurance. Et ça, il sera déjà au courant et te le demandera pas. Alors, le régulateur de vitesse peut permettre de réaliser des économies de carburant. Oui, réponse A, non, réponse B.
peut entraîner une surconsommation de carburant. Oui, réponse C, non, réponse D. Et là, KTH me dit, mais j'ai pas de régulateur de vitesse sur ma voiture. J'ai déjà fini mon café, c'est fou ça. On va boire de l'eau du coup. Après, je suppose, après, j'ai pas de régulateur, monsieur le moniteur. Donc ça peut te permettre de faire des économies, mais malheureusement, ça peut également entraîner une surconsommation. En fait, un régulateur de vitesse, c'est rentable quand tu es dans une grande ligne droite. Parce qu'en fait, tu es dans une grande ligne droite, ton régulateur, ta voiture, elle va s'arrêter toute seule, elle accélère pile comme il faut, simplement. Par contre, dès que tu commences à avoir des montées, des descentes ou des zigzags et qu'il y a beaucoup de freinage et réaccélération, en fait, ton régulateur, il va moins bien bosser que toi si tu le fais tout seul avec l'anticipation. Tu peux également plus consommer. Donc vraiment, le régulateur de vitesse, c'est rentable seulement quand tu es sur une grande ligne droite sur l'autoroute et qu'il n'y a pas trop de zigzags et pas trop de montées-descentes. Voilà, quand il n'y a pas de changement d'allure, tout ça. Ça, c'est ce que je dis et ce que j'explique aussi aux gens quand je fais le cours sur l'éco-conduite, quand je le fais en société. Dans des sociétés, des fois, je fais des formations d'éco-conduite et voilà. Oui. Ah bon? Bah oui. Ah oui. Je dis pas que des conneries. Hein. J'en dis beaucoup. J'aime beaucoup raconter des conneries. Et c'est ça que mes élèves aiment bien aussi, c'est parce que bon. Pas un moniteur trop méchant non plus. Et puis, de temps en temps, je raconte des conneries, ça détend un petit peu l'atmosphère. Alors, s'il est positif, un alcotest vire généralement au vert ou au jaune? Positif de contrôle de l'alcoolémie à bord de ma voiture est obligatoire ou conseillé? Alors j'avoue que les alcotests, ça fait bien longtemps que j'en vois plus. Alors c'est à toi normalement d'en acheter un si tu le veux pour l'avoir dans ta voiture. Si je dis pas de bêtises, tant pis, hein, ça sera une faute, hein, mais bon, je pense qu'il vire au vert. Il me semble que tous les cristaux sont jaunes, et quand tu souffles, ça vire au vert. Et ce n'est... Alors, à un moment, ils l'ont mis obligatoire dedans. Et en fait, ils sont aperçus qu'en fait, il y avait des dates de péremption, donc ils pouvaient pas forcer les gens à en racheter constamment. Donc maintenant, il est juste conseillé, il n'est pas obligatoire. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est au vert. Si je me trompe, bah tant pis. Voilà. Ok, si on a consommé de l'alcool, il vire bien au vert. Bah, je sais pas, parce que c'est pareil, je souffle pas, moi. Alors, je dis pas que je bois jamais d'alcool, hein, bien sûr que si, moi j'en bois de l'alcool. Alors, moi, KTH qui dit qu'on boit pas. Mais moi, quand je bois de l'alcool, bah, je conduis pas, donc j'ai pas besoin d'aller souffler dans un éthylotest, simplement. Donc il vire au vert. C'est si la partie verte dépasse le repère, c'est que l'alcoolémie est trop élevée pour prendre le volant. Alors qu'une seule solution, attendre avant de conduire. Voilà, il n'est plus obligatoire d'avoir un dispositif de l'alcoolémie et de faire fonctionner à bord de ma voiture. Cela reste vivement recommandé. Ok. Encore une faute pour KTH, du coup. Alors, question 18. Putain. J'allume les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère les essuie-glaces. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, j'allume les feux de route. Bah non, en fait, qu'est-ce que je vais foutre avec les feux de route? Là, il n'y a aucun intérêt à mettre les feux de route. Et j'accélère les essuie-glaces. Bah oui, en fait, hein, il pleut un peu fort, donc faut essayer. Là, il devrait déjà être au maximum. Hein. Là, quand tu vois qu'en plus, déjà, il pleut à saut et que tu vas doubler le camion, tu prends toute la flotte dans la tronche. Donc oui, j'accélère les essuie-glaces. Très bien. Allez, question suivante. Question 19. Je chevauche la voie de gauche pour dépasser ce bus ou je m'arrête? Alors, je vous demande le code de la route. Je ne vous demande pas ce que vous feriez. D'accord? Ceux qui ont déjà le permis.
Ah, on parle de code de la route, là. Je dirais B, du coup. Tu allais répondre A, c'est ça. On est d'accord. La réponse, c'est B. Je m'arrête. En fait, si je vais dans la voie de gauche, là, c'est parce que je dois tourner à gauche, d'accord? Et s'il suffit que le bus il commence à redémarrer au moment où je suis à côté, bah du coup, je vais être coincé et je vais emmerder tout le monde. Après, je vais pas mentir à qui que ce soit. Combien de personnes dépassent les bus? Même moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, le bus est arrêté, mais voilà quoi. Non, le code de la route, c'est là, le bus, il est là. J'ai pas le droit d'aller sur la voie de gauche parce que le bus est dans ma voie. Il aurait une voie spéciale pour lui. Il y aurait une voie de bus spécifique vraiment complète où le bus était dedans. Bah, je pouvais passer à côté, il n'y avait pas de souci. D'accord? Avec son clignotant à gauche, je passe, j'avoue. Ah, à droite, oui, avec le clignotant à droite, oui. Alors après, si tu viens d'arriver, enfin, si t'es juste derrière lui, voilà, comme là, t'es juste derrière lui, il se gare à l'instant devant toi, il va faire monter des gens, je sais pas. Par contre, s'il est déjà là depuis longtemps, là, on voit qu'il y a déjà la voiture d'avant qui l'a doublé, tout ça. C'est des choses à prendre en compte après. C'est pas une faute éliminatoire en soi de se doubler, mais la voie de gauche, là, c'est pour aller à gauche. Le code de la route, il dit, bah, tu dois rester dans ta voie, et c'est dangereux d'aller doubler le bus, d'accord? Alors, ce but n'est pas sur le point de repartir, comme a dit Clignotant, mais la voie de gauche est une voie de stockage réservée aux usagers qui tournent à gauche. Je n'ai pas le droit de l'utiliser pour dépasser. Alors, je n'ai pas de place sur ce véhicule et restant dans ma voie. Il y a à peine la place et cela me ferait passer trop près du bus. Alors, en fait, parce que c'est surtout qu'en fait là, les traits, ils sont plus gros. C'est une voie de stockage, c'est une voie exprès pour tourner à gauche. Et le fait que les traits soient plus gros, bah du coup, c'est pas une ligne discontinue. C'est pour ça que t'as pas le droit d'aller dedans. Je patiente donc quelques secondes le temps que le bus redémarre. C'est vrai que je laisse quasiment... franchement, c'est très rare que je laisse mes élèves doubler les bus, quasiment jamais en fait. De toute façon, pour quelques secondes, tu perds quelques secondes et il n'y a pas de souci. Alors, le coût annuel de la sécurité routière en France est d'environ... Combien ça coûte tous ces accidents, tous ces chauffards? 5 milliards d'euros, 15 milliards d'euros ou 40 milliards d'euros? Ça fait beaucoup d'euros tout ça. Comme ministre de la route, mais... Alors, je vais pas vous mentir. Et... Enfin, c'est pas une question qui va vous servir sur la route. Hein. C'est le genre de questions qu'on retrouve au code qui n'ont pas grand intérêt. Comme la dernière fois, j'avais un petit peu le débat avec Caramel. C'est le genre de questions qui te dirait... ouais, et alors, oui, bah, ok, bah, j'ai la réponse maintenant. Si je tombe dessus, je le saurai. Mais à quoi ça va te servir dans la vie de tous les jours? Alors, ça sert simplement à faire réfléchir un petit peu les gens. La vache, ça coûte vraiment très cher. Hein, puisque oui, la réponse, c'est vraiment le taquet. Hein. Ça coûte 40 milliards d'euros. Entre les accidents, les blessés, du coup, les gens à soigner toute leur vie, les indemnités, l'insécurité routière, ça coûte 40 milliards par an. En groupe, donc, quoi, les frais liés à la mortalité, hospitalisation, indemnisation, le coût des accidents uniquement matériels. Chaque automobiliste supporte une partie de ce coût, notamment au travers de sa prime d'assurance. Voilà. Eh, bravo, 40 milliards. Ça fait beaucoup, là, non? Hein? On se souviendra des 40 milliards, tu les verras passer. Hein. Alors, pour une bonne installation, je règle ces équipements dans l'ordre. On explique. Ça, c'est ce qu'on explique dès la toute première leçon en auto-école, d'accord? La toute première leçon en voiture, on apprend ça. L'installation, l'IPC exactement, l'installation au poste de conduite. Alors, on règle quoi? A, rétroviseur, dossier, siège, ceinture. B, ceinture, rétroviseur, siège, dossier. C, ceinture, siège, rétroviseur, dossier. D, siège, dossier, rétroviseur, ceinture. Heureusement que les gens qui sont sur la route connaissent... Ou alors, faut vraiment... Heureusement que tous les gens qui sont sur la route connaissent par cœur le code de la route et tout le monde aurait le code à chaque fois. Hein. Et oui, c'est siège, dossier, rétroviseur, ceinture. D'ailleurs, c'est même siège, dossier, volant maintenant. Parce que les volants sont réglables en hauteur, en profondeur. Alors, peut-être pas toutes les voitures, KTH. Mais bon, je sais que nous, on fait siège. Donc, siège à hauteur, profondeur. Appuie-tête également. Parce que l'appui-tête, on le règle également. Volant.
Rétroviseur. Et on finit par la ceinture. Oui, j'ai compris. Réponse D. Voilà, il y a une ordre logique pour s'installer. Alors, téléphoner en conduisant. A. Réduit le champ visuel. B. Provoque des écarts de trajectoire. Un kit main libre apporte une réelle amélioration. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et c'est surtout pour ça. De toute façon, le plus important, c'est de régler les rétros après le siège. Parce que si tu règles tes rétros et qu'après, bah, tu ravances de 50 cm, ça n'a aucun intérêt. En fait, tes réglages de rétro ne sont plus bons. On est d'accord. Alors, téléphoner en conduisant. J'ai des belles vidéos sur le téléphone sur la route. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. D'accord? B puis C, mais le monsieur moniteur, ouais, ok. Du coup, téléphoner en conduisant, bah, ça réduit ton champ visuel, forcément, parce que tu regardes ton téléphone, tu regardes, machin. Ça peut te faire provoquer des écarts de trajectoire, bah, également, parce que tu regardes ton téléphone, bah, tu regardes pas la route, tu peux faire des écarts. Et un kit main libre, est-ce que ça améliore? Bah, non, en fait. Un kit main libre, ça t'améliore pas vraiment. Enfin, pour moi, non. Hein. A, B et D. Ça peut provoquer des écarts, je touche plus le volant. Si le conducteur est perturbé par une conversation téléphonique, son temps de réaction s'allonge. Son champ visuel rétrécit, perçoit moins bien ce qui arrive sur les côtés et ses trajectoires deviennent imprécises. Sur les écarts. Ça sert à rien leur merde du coup. Bah oui. Que le kit main libre change quelque chose, pas vraiment. Ces effets néfastes sont davantage liés à une conversation téléphonique qu'à la tenue en main de l'appareil. Cela signifie également concerne les écarts de trajectoire. Mais je sais pas si vous le savez, enfin, si vous le savez, mais ceux qui ont déjà le permis en fait, si jamais vous avez un kit main libre dans votre voiture, même s'il est installé dans votre voiture, hein, d'accord? Si, lorsque vous avez un accident, et que vous étiez en ligne pile au moment de l'accident, vous étiez au téléphone, et bien votre assurance peut très bien ne pas vous rembourser. Parce que vous y étiez distrait en téléphonant. Alors c'est toléré d'avoir le téléphone comme ça, mais c'est pas officiellement légal, machin. Voilà. Et oui, vous pouvez, ils peuvent très bien, alors c'est très rare que ça se fasse, hein, mais ils peuvent très bien vous refuser parce que vous étiez en ligne. Même en kit main libre. Allez, question 23, une petite vidéo. Alors. J'ai le temps de dépasser. Et coucou Pepette. J'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que j'ai le temps de dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Kit main libre, je suis Bluetooth. Oui, même Bluetooth, c'est pareil. C'est la même chose, chef. À partir du moment où tu es au téléphone, même si c'est installé dans ta voiture en Bluetooth, normalement tu peux pas. Donc non, j'ai pas le temps de dépasser, hein, il reste 200 mètres, je vais pas m'engager maintenant alors qu'il y a des flèches qui me demandent de me rabattre. Comment que ça va, Pepette? Pepette qui est follower du premier jour également, je crois, du 6 octobre, je crois. Premier stream que j'ai fait, tout comme KTH et comme chef, incroyable. Les followers du premier jour. Merci de passer, en tout cas, ça fait plaisir. Je passe vite fait, je dois ramener le neveu dans 5 minutes. Mais ça marche, bah merci d'être passé, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Un petit coucou. Et donc, j'ai le temps de passer? Non, non, j'ai pas le temps, comme j'ai dit. Un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Hop. Alors, les équipements autorisés dans le véhicule sont A, le régulateur de vitesse. Oui, répond. Donc, réponse A, le régulateur. Réponse B, le limiteur de vitesse. Réponse C, un avertisseur de radar. Réponse D, un détecteur de radar. Alors, les accessoires autorisés sont évidemment et de série sur beaucoup de voitures. Maintenant, un régulateur et un limiteur. D'accord? Alors, un avertisseur de radar,
un avertisseur de radar, ça peut être juste un truc qui te fait genre un petit bip bip quand il sait qu'il y a un radar. Et un détecteur de radar, en fait, c'est un appareil qui t'indique clairement qu'il y a un radar. Toi, il va t'indiquer un radar où ça va t'indiquer genre truc à 200 mètres. Genre Waze, machin et compagnie. Ça, en fait, officiellement, normalement, c'est pas légal. D'accord? En fait, c'est comme si un autre usager fait des appels de phare. C'est ça, exactement. En fait, tu as des avertisseurs de radar simplement qui te font juste des petits bip bip dans la voiture. Alors après, c'est débile parce que tu as plein de voitures. Genre, moi par exemple, dans la Clio 5, là, à l'auto-école, si tu mets toutes les options, quand je passe dans une rue où il y a un radar, la voiture elle fait bip bip, tu vois. Alors que c'est de série, je peux même pas l'enlever. Enfin, je le désactive dans la voiture, mais. Oui, après, t'en as certains qui les détectent et les autres, les avertisseurs, qui disent, en fait, genre les radars fixes qui sont toujours là et les détecteurs, c'est ceux genre comme Waze ou que les gens ils peuvent dire, bah tiens, il y a un radar là, il l'indique et ça le fait. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Et du coup, en tout cas, les équipements autorisés, c'est bien régulateur et limiteur de vitesse. Il y a de séries dans énormément de voitures maintenant. La différence entre le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Un régulateur de vitesse, ça nous permet simplement de maintenir son allure. Genre, vous réglez 110 km/h, vous lâchez la pédale d'accélérateur, la voiture, elle va rouler à 110 toute seule. D'accord? On peut le désactiver soit en appuyant sur le bouton, soit en appuyant sur le frein, soit en appuyant sur l'embrayage. Ça le désactive tout seul. Et le limiteur de vitesse, en fait, vous programmez. Par exemple, vous êtes sur route de campagne, on programme 80 km/h. Et ensuite, quand on accélère, la voiture, elle bloquera à 80. Elle ne montera pas plus, tout simplement. Ça permet du coup de ne pas se faire avoir sur les radars. Mais ça ne maintient pas la vitesse. Surtout de respecter la vitesse. Alors, si aucun conducteur n'absorbait d'alcool avant de conduire, on sauverait chaque année combien de vies? Ah, c'est une belle question ça. Si toutes les personnes ou même les personnes qui buvaient d'alcool ne prenaient jamais la voiture. Donc si aucun conducteur n'absorbait avant de conduire, on sauverait chaque année environ combien de vies? Environ A, 300, environ B, 700 ou environ C, plus de 1000 vies. Et on a pas mal progressé. Les gens, c'est des poivreaux C. Et la réponse, c'est malheureusement encore C. Il y a encore malheureusement environ 30% des accidents. On est entre... En fait, ça fait... En Bretagne, il y a 15 000. En fait, ça fait presque, allez, je dirais, presque 10 ans qu'on ne progresse plus. On est tous les ans entre 3000 et 3500 morts. Et coucou la babotte. Et entre les 3300, 3000, 3500, il y a toujours environ 30% qui sont dus à l'alcool. J'espère que tu vas bien la babotte. Bienvenue. Voilà, tiens, ils ont dit entre 3000 et 3500 morts. L'accident est relevé dans un accident mortel sur 3. Si un conducteur ne prenait pas le volant après avoir bu l'alcool, on pourrait sauver presque 1100 vies. J'avais entendu que... Ouais, mais bon. En fait, ce qu'on entend à la télé, à la radio et partout où on veut, et les chiffres de l'ONISR, on voit toujours qu'il y a toujours ça. Et en fait, il y a toujours... En fait, moi, j'ai présenté des cours sur l'alcool également à l'auto-école et en salle, à plusieurs élèves. Et en fait, on a... le plus gros taux... le plus grand taux d'accidents, entre guillemets, c'est les gens qui sont... les gens, entre guillemets, les buveurs occasionnels. C'est surtout eux, en fait. C'est ceux qui sortent un soir et qui vont picoler, qui sortent une fois et puis qui ont malheureusement un accident, puis qui se tuent ou qui tuent des gens. Mais à savoir qu'il y a également les gens qui sont malades. En fait, l'alcoolisme, c'est une maladie, on va pas se mentir. L'alcoolisme, c'est une maladie. Et à savoir que sur les routes de France, il y a toujours, en fait, en permanence, chaque minute en France, il y a toujours environ 3% des personnes qui roulent alcoolisées. Donc ça veut dire que sur une route, là, tu croises 100 voitures. Sur les 100 voitures, normalement, il y en a 3 qui roulent alcoolisées. Tout le temps, en permanence. Tout le temps. C'est quand même assez fou, quoi. Je sais de quoi je parle, c'est mon boulot de faire parler les chiffres, exactement. Ça va bien, une grosse journée, je viens de m'asseoir. Ah, pose-toi un petit peu, ça fait plaisir.
Ouais, c'est pareil, j'ai eu des grosses journées là, je suis bien content pour la petite, tout va bien. Là, j'étais en repos aujourd'hui, on est en repos vendredi parce que c'est férié. Et voilà. Enfin voilà pour la petite anecdote sur l'alcool. Hop. Ouais, c'est cool. Demain, j'essaye l'accent corse. Alors, question 26 sur 40. Certaines infractions commises en conduite accompagnée peuvent entraîner... Ça marche, à de suite. Une interdiction de passer le permis de conduire. Donc, c'est en conduite accompagnée, tu fais des bêtises. De toute façon, j'ai déjà pas le code. Oui, tu as déjà raté, t'as déjà fait trop de fautes. Interdiction de passer le conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait du livret d'apprentissage. On peut également vous prendre votre papier. Vous pouvez plus faire de conduite accompagnée. Donc, c'est A et C, en effet. Interdiction de passer le permis de conduire et retrait du livret d'apprentissage. On peut simplement, du coup, interdiction de passer le permis. Donc, du coup, on vous reprend le carnet d'apprentissage. Vous ne serez plus en conduite accompagnée. Vous dégagez de l'auto-école, en fait, simplement. Il faudra vous réinscrire. Tout simplement. Allez, question 27. Alors, un véhicule qui comporte cette plaque transporte de la marchandise susceptible A de s'enflammer, B d'exploser. En cas d'accident, je signale au secours la présence de cette plaque sur l'un des véhicules. Oui, réponse C. Non, réponse. Donc oui, moi quand j'étais chauffeur super lourd, je transportais également des matières dangereuses. Donc matières dangereuses, à partir du moment s'il n'y a rien de spécifié, c'est juste la petite plaque orange comme ça. Et là, celui-là, il indique simplement l'explosion. Et donc en cas d'accident, si jamais on a un accident, enfin si on voit que ce véhicule a eu un accident ou quoi, du coup on prévient des bouteilles de champagne explosives, c'est ça. Je livrais pas que des bouteilles de champagne, je livrais aussi des produits phytopharmaceutiques, des produits un peu toxiques et compagnie. Donc moi j'avais surtout le truc toxique dessus. En cas d'accident, je signale sa présence de cette plaque sur un des véhicules. Les produits phyto, les vignes, le champagne, tout ça, il y a quand même des produits, normalement faut pas les boire au départ. Hein. Envoituresimone.com. Oh. Envoiture Simone. Toi donc. Envoiture Simone. Avec Envoiture Simone. Passez son. Et toi, voilà, merci. Allez. Question 28. Un peu de nitroglycérine dans la vodka, Red Bull, et c'est bon. Impeccable. Alors, l'intermodalité ou la multimodalité, qu'est-ce que c'est? Donc ça, j'en parle également quand je fais mon cours sur l'éco-conduite. Est-ce que c'est de réaliser un trajet en utilisant plusieurs moyens de transport? Est-ce que c'est pratiquer le covoiturage? Ou est-ce que c'est être abonné à un service d'autopartage? On va voir. Par déduction, multimodalité ou intermodalité. Alors l'intermodalité, ça dit rien, mais quand on dit multimodalité, tout de suite, ça te parle un petit peu plus. Donc c'est bien la réponse A, c'est réaliser un trajet en utilisant plusieurs moyens de transport. C'est genre, par exemple, je sais pas, je prends le vélo pour aller jusqu'à mon train, par exemple, et je monte dans mon train avec mon vélo, tu vois, ou je prends la voiture, puis le bus, je prends le bus, puis la voiture, puis le train, c'est plusieurs moyens de transport, en fait. Je viens d'apprendre un nouveau mot, c'est ça. Intermodalité ou multimodalité, c'est ça. L'intermodalité ou multimodalité, c'est l'utilisation de plusieurs modes de transport différents dans un même déplacement. Genre partir de chez soi à pied ou à vélo pour rejoindre un pôle d'échange, un transport collectif, le tramway, le bus ou encore le covoiturage. Et aussi vélo, voiture électrique, libre-service. Ok, ça marche. Bonne intermodalité avec ton neveu. Merci d'être passé encore. Des bisous, Pepette. À très bientôt. Félicitations encore pour votre jeu qui est sorti. Sur Steam. Alors. Il est topissime. Tu peux faire une petite pub, chef. Vas-y, balance. Alors, pour écouter de la musique en conduisant, je peux utiliser un casque audio. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des écouteurs. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, du coup, en conduisant, non, on est d'accord. Pas de casque, pas d'écouteurs. Boum. Rien du tout. L'autoradio. Et même l'autoradio, pas le dire, faut pas mettre le son trop fort, d'accord? On peut prendre une amende d'ailleurs si on met le son trop fort. Pas que j'aime pas la musique forte, mais voilà. Il faut garder une oreille sur son environnement, sur ce qui se passe à côté, d'accord? On dit qu'une oreillette ou un casque, je risque même un retrait de 3 points sur mon permis. Ah bah oui, ça peut être très dangereux la musique en conduisant. Si t'entends pas, en fait, si ta musique est trop forte, déjà tu peux pas entendre si t'as un mauvais bruit dans ta voiture, par exemple. Donc, tu peux pas anticiper, malheureusement, je sais pas, une casse ou un truc ou un machin. Surtout, tu entends rien de ce qui se passe autour de toi. Si t'as bah, même ne serait-ce qu'une mobilette, un scooter, une trottinette ou n'importe qui est en train de te dépasser, tu l'entends même pas. Tu vois pas, tu peux pas entendre, je sais pas, un gamin qui crie, un truc comme ça. Enfin, plein de choses. Si assez laissé. Question 30. Alors, le rôle des voies d'insertion est de permettre d'atteindre la vitesse réelle du trafic avant de s'engager ou après s'être engagé. Un vieux véhicule, je monte le son pour enterrer. C'est une bonne idée pour cacher la misère. Alors, dans cette situation, j'allume le clignotant immédiatement. Donc là, le but de la voie d'insertion ou la voie dite d'accélération, donc du coup, c'est d'essayer d'avoir la vitesse réglementaire, entre guillemets, avant de s'engager. Genre, si insertion d'autoroute ici, c'est marqué 90, le but, c'est que j'essaye d'arriver à 90. D'accord ? Donc là, je suis encore loin de la sortie. D'accord ? Je suis encore loin de la sortie. J'ai encore beaucoup de voies. Donc là, le véhicule, il est assez loin. Donc en vrai, je pourrais mettre mon clignotant, mais normalement, dans la logique, je continue d'accélérer parce que je ne vais pas m'insérer tout de suite. Je continue d'accélérer. Et une fois que j'ai la vitesse requise, angle mort, clignotant, et je m'insère. Moi, je ne mettrai pas le clignotant immédiatement. Donc, il faut qu'on essaye de... Déjà, c'est premier contrôle, deuxième contrôle. On voit que le véhicule est loin. Boum, on bourrine, on accélère. Clignotant, angle mort, et on s'insère dans la voie. Ouais, l'idée, c'est de ne pas ralentir le trafic, c'est ça. L'idée d'avoir la voie d'insertion, en fait, c'est de l'utiliser au maximum jusqu'à ce qu'on ait la bonne vitesse. En fait, la voie idéale est de ne pas ralentir le monde, de ne pas embêter le monde. D'accord ? Là, en l'occurrence, bah, je sais pas à combien il roule. Hein. Bon, si ici c'est 110, bah, il peut accélérer, prendre plus de vitesse possible, contrôler, s'insérer. Question 31. Alors, avant de partir, où tu respires, pardon, je fais le tour de ma voiture pour A. Vérifier le gonflage apparent de mes pneus. B. Détecter s'il y a un obstacle. C. Vérifier le niveau du carburant. D. Détecter une fuite sous le moteur. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. A, B, C, D. E, F, G, H. Alors du coup, avant de partir, normalement, on est censé faire au moins vérifier le poids des pneus, en fait, si les pneus sont plutôt bien gonflés. Alors ça, c'est dans le tout premier cours que je fais à mes élèves, c'est pareil. Je leur explique l'installation au poste de conduite, mais également que le fait donc de vérifier l'environnement avant de monter dans la voiture. Pourquoi ? Parce que bon, si tes pneus sont dégonflés, bah du coup, tu vas être mal barré. Alors, également détecter les obstacles, ça c'est important parce que imagine t'es garé en créneau et derrière toi, je sais pas, t'as une petite butte en pierre, quelque chose comme ça, et t'as pas de bip de recul. Et ben si tu la vois pas, qu'elle dépasse pas au-dessus du capot, bah du coup bah tu vas reculer et tu risques de taper dedans, d'accord ? Également si t'es garé par exemple trop près d'un gros trottoir. Donc en fait c'est bien de voir du coup de détecter s'il n'y a pas un obstacle autour de ta voiture. Alors vérifier le niveau du carburant à l'extérieur, si tu le fais par l'extérieur, t'es balèze. D'accord ? Et détecter une fuite sous le moteur, ça également, tu peux voir s'il n'y a pas une tache sous ton moteur, que tu n'as pas une fuite d'huile ou une fuite d'eau ou quoi que ce soit. Donc c'est vérifier le gonflage, détecter un obstacle et détecter une fuite sous le moteur. Tac, voilà. Alors, question 32. « 2. 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
Alors. Ce voyant m'indique que le niveau d'huile est trop bas. Oui, réponse A. Non, réponse B. REKTH. 10 sur 10. Je conduis ma voiture jusqu'à le garagiste immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les doigts dans le réservoir. On met pas les doigts dans les réservoirs. Je reviens de mon rendez-vous pour faire poser mes pneus pour la neige. Ah. Donc, ce voyant m'indique que l'huile est trop bas. Donc, non, pas spécialement. Si ce voyant-là, il s'allume, c'est que c'est bien pire que ça, d'accord? C'est pas juste un manque d'huile, d'accord? Non, non, c'est non. Vous avez raison, c'est B et D. Je conduis ma voiture chez le garagiste? Non, parce qu'en fait, si vous avez ce voyant-là, un voyant rouge égale danger. C'est un voyant rouge, ça veut dire qu'il faut que tu coupes ton moteur et que tu t'arrêtes. Donc là, en l'occurrence, bah, du coup, à mon avis, t'as une perte de pression d'huile. Celui-là, c'est l'indicateur de pression d'huile, d'accord? Je pense qu'il y a un problème dans la pression d'huile. Il va sûrement avoir un manque d'huile, mais c'est surtout qu'il y a un problème de pression. Les voitures européennes, je connais pas. D'accord? Donc tu as un problème de pression. Et là, du coup, bah, le fait que tu aies le voyant qui reste allumé, si tu roules avec, tu vas bousiller ta bagnole. Donc tu bouges pas et tu appelles malheureusement une dépanneuse, un garagiste, et il viendra chercher ta bagnole. Donc voilà, il parle de la pression d'huile. C'est ça en fait. Quand je fais le cours de préparation permis aux élèves où je leur explique tous les voyants, tout ça, donc ce voyant-là, c'est le voyant de pression d'huile. Le moteur s'échauffe fortement, qui va probablement rendre l'âme dans les instants qui suivent. Donc c'est bien plus qu'un gros manque d'huile, c'est souvent plus complexe que ça. Le problème est si grave que je ne peux pas rouler au garage le plus proche, je vais devoir appeler un dépanneur qui transportera mon véhicule. Alors, tu peux toujours essayer d'ouvrir le capot et de remettre un peu d'huile, et s'il s'en va, c'est vraiment que, voilà, c'était vraiment l'huile parce que tu as perdu de l'huile, mais si tu perds de l'huile comme ça, c'est qu'il y a un problème sur ta voiture, normalement, hein. Normalement, t'es pas censé perdre autant d'huile. Hein. Le sujet des voyants est couvert dans les... Alors, en fait, dans les cours de conduite, nous, on fait une heure, ce qui s'appelle préparation permis, où on explique en fait tout ce qui est vérification et les questions qui peuvent être posées au jour du permis. D'accord ? Le jour de l'examen, tu fais ton parcours et tu fais tes manœuvres, et après, il te pose 3 questions. Dessus, il peut te poser des questions sur les voyants, il peut te poser des questions sur les pneus, comment ouvrir le coffre, comment changer une ampoule, ouvrir le capot, montrer où se trouve, où est-ce qu'on remplit l'huile moteur. Montrer le voyant, je sais pas, ça s'appelle des feux de brouillard arrière, hein, tout ça. Alors, question 33. Si je suis responsable d'un accident mortel, A, je risque une contravention, B, je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Alors, si le voyant rouge s'allume pendant l'examen du permis, on s'arrête et on doit trouver notre voiture. Alors, si le voyant s'allume pendant l'examen de permis, eh ben, on doit s'arrêter en effet, et du coup, l'examen de permis est annulé. Il faudra que tu repasses le permis une autre fois. Et c'est arrivé, par exemple, il n'y a pas si longtemps, une casse, alors pas chez nous, mais une autre auto-école, ils ont eu une casse en fait, l'élève y roulait et ils ont eu un problème de boîte de vitesse, la boîte de vitesse a cassé pendant l'examen, donc ils se sont arrêtés, et tous les permis du coup étaient annulés simplement pour l'auto-école. Donc je risque d'être condamné pour homicide involontaire, en effet. Alors, il n'y a qu'une seule réponse, donc du coup, forcément, bah, si tu as un accident mortel, c'est que tu es condamné pour homicide involontaire, hein, d'accord? Alors, sauf si en plus tu as rentré dedans volontairement, là, ce sera pour homicide volontaire. Alors, il y aura forcément une amende, voilà, de la prison, tout ce que tu veux, l'annulation du permis, etc., mais bon. Non, il n'y en avait qu'une, alors. Mais il n'y avait que réponse A et B, je suis fatigué. Alors, on arrive au bout, là. Alors, pour stationner dans une rue en descente, A, je laisse les roues droites. B, je braque les roues vers le trottoir. Ah, ça c'est B. Fichez, vous regardez le dessin. Voilà, il est préférable de mettre un petit peu ses roues vers le trottoir, en effet, une fois qu'on est garé comme ça. Pourquoi ? Parce que si jamais ton frein à main il vient à lâcher ou que tu l'as pas bien mis,
bah, du coup, ta voiture, elle va simplement avancer de quelques centimètres et se bloquer contre le trottoir, au lieu de dévaler toute la rue. Et de braquer le trottoir. Pourquoi? Parce que si la voiture bouge pour une raison ou une autre, par exemple que le frein de parking n'est pas suffisamment serré, ça évite de dévaler toute la rue. Là, du coup, en effet, si jamais tu as les roues collées à droite, la voiture elle va bouger de 2 cm et elle va s'arrêter. Toute solution pour s'assurer que la voiture ne bougera pas, laissez la première vitesse ou la marche arrière engagée. Ouais. Je suis pas trop fan non plus de tout ça, hein, mais bon. Enfin. Un conducteur débutant est capable de traiter autant d'indices qu'un conducteur expérimenté. Moi, je laisse jamais de vitesse enclenchée ou quoi que ce soit. Se fatigue plus vite. Toute la rue avec la voiture dedans. Oui, hein, elle va se taper dans la voiture devant. Alors, capable de traiter autant d'indices qu'un conducteur expérimenté. Bah non, en fait, il a plus de mal. Hein. Il est débutant, donc forcément, comme toi, quand tu t'entraînes en speedrun, du coup, au début, tu es un petit peu lent, et après, hop, tu t'améliores. Et tu te fatigues plus vite, en effet. Quand t'as pas l'habitude, quand tu t'entraînes, il se fatigue plus vite. Ah oui, il se fatigue plus vite. Et en fait, il est pas habitué. Donc c'est B et C, du coup. On t'es pas habitué à faire quelque chose. Ah, la question est mal foutue. Hein. Un conducteur débutant est capable de traiter autant d'indices qu'un conducteur expérimenté. Alors, il arrivera pas à détecter autant d'indices dans le même temps, en fait. Expérimenté, ça dit tout. Je voulais dire C, oui, je me dis bien que tu avais compris. En fait, un conducteur expérimenté va forcément voir plus rapidement en fait toutes les choses qui se passent si tu es sur une voie, à gauche, à droite, prendre plus d'informations. Même si tu peux pas prendre toutes les informations, t'as beau être aussi expérimenté que tu veux. Quand t'es sur une voie d'autoroute, il y a 3 voies, il y en a qui te doublent à droite, t'as une voie d'insertion, t'as des voitures qui te dépassent en même temps sur le côté, il pleut, enfin je veux dire, tu peux pas prendre tout en même temps, donc c'est à toi de prendre en considération et de ralentir si besoin. Alors, l'angle mort arrière d'un véhicule lourd peut atteindre une distance allant jusqu'à... Quand on est derrière un poids lourd. Quand on dit aux gens de ne pas s'arrêter derrière les poids lourds, parce que le poids lourd, il te voit pas en fait. Mais il te voit pas jusqu'où. Il peut pas te voir jusqu'à 30 mètres, il peut pas te voir jusqu'à 100 mètres. Question piège, ça. 30 mètres pour la babotte, 100 mètres pour KTH. En fait, l'angle mort arrière, il peut être jusqu'à 100 mètres selon le véhicule. Si c'est un très gros poids lourd et tout, ça peut être jusqu'à 100 mètres derrière toi que tu vois pas. En fait. Les camions et les bus ont des angles morts importants vers l'arrière. C'est-à-dire que le conducteur capable de s'engager, on trouverait derrière lui jusqu'à une distance de 100 mètres. Pas quasiment 100 mètres, c'est ouf. Hein. C'est vraiment très loin. Hein. C'est vraiment genre un piéton. Tu vois, un piéton qui est en plein milieu à plus de 50 mètres. Le poids lourd, il le voit pas. Alors si tu as une grosse voiture, peut-être qu'il peut te voir, mais il y a toujours un angle mort, vraiment en plein milieu. C'est ça. Donc il peut ne pas te voir. Il faut toujours conduire pour soi et pour les autres également. C'est ça. Pour les deux. Il faut savoir gérer pour tout le monde. Alors, un passager arrière s'est détaché pour m'indiquer la route. Quelle bonne idée. Je ralentis et je l'écoute, ou je m'arrête pour faire le point sur l'itinéraire? Attends, elle est à contresens. Non, elle est pas à contresens. Il n'y a pas de réponse C. Non, je m'arrête pour faire le point. Évidemment, je m'arrête pour faire le point. Mais non, elle n'est pas à contresens. Là, ça dit juste qu'en fait, là, elle a une ligne de rive à droite. Donc, elle a le droit de rouler. Ensuite, là, on a une ligne continue à gauche avec des pointillés de l'autre côté. Non, les lignes de rive, elles sont là et là. Donc, c'est une rue à double sens. Et là, en fait, le fait qu'il y ait des pointillés là, en fait, ça veut dire que eux, ils peuvent doubler normalement. À partir du moment où ils ont les pointillés devant, ça veut dire que eux, ils peuvent doubler si jamais il n'y a personne et se rabattre de l'autre côté.
Ah bah c'est pas évident hein, de faire... Vous avez pas les mêmes lignes aussi en même temps là-bas? Alors, les pneus hiver sont plus performants que les pneus été lorsque la température descend en dessous de 0 degrés Celsius, oui, réponse A, non, réponse B, ou en dessous de 7 degrés Celsius, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ceux qui étaient là, je crois, au dernier, j'en ai parlé, je crois. À partir de combien les pneus hiver étaient les plus performants? J'en ai parlé dans le dernier, je sais plus si c'est dans le 3 ou dans le 4. Ah, D, j'étais pas là, moi. Ah, il y en a qui étaient peut-être là. Peut-être, parce que oui. En fait, c'est à partir de... Dès que tu descends en dessous des 7 degrés, tes pneus hiver sont plus performants que tes pneus été. D'accord? Donc bah, quand tu es à 0, également, du coup. C'est ça. Donc à partir de 7 degrés ou moins, ils sont plus performants que des pneus été. Donc à 7, c'est bon, et 0, c'est bon également. On disait la dernière fois, en fait, les pneus hiver sont faits d'une gomme un peu spéciale, un peu moins dure, entre guillemets, qui adhère un petit peu mieux à la route. Ça permet donc du coup un meilleur freinage. Dès que la température descend en dessous des 7 degrés. Attention, ces pneus perdent davantage de leur sculpture, ce qui fait moins de 3-4 mm. Certains pneus, donc un 2 témoins. La date limite pour poser ces pneus d'hiver au Québec, c'est une bonne question. Le 15 novembre, d'accord. Et c'est pour ça que tu viens de le faire là? Tu viens de prendre rendez-vous? S'il était temps? Nous, on n'a pas de date limite parce que moi, par exemple, dans ma région, c'est pas obligé en fait. On n'est pas obligé de mettre des pneus hiver. Moi, par exemple, j'ai des pneus 4 saisons sur ma voiture et voilà. Alors, pour m'assurer qu'une personne est consciente, mais des tartes? Non, non, je lui demande de me serrer la main, je la pince, ou je la bouge. Une seule réponse est possible. Ah, je vois ça tout le temps dans les séries, tout à fait. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi la main, s'il vous plaît. En fait, il faut que tu lui parles, simplement. Tu lui parles, tu lui poses des questions simples. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez combien de doigts? Ou sinon, tu lui demandes de serrer ta main, tout simplement. J'ai fait mon recyclage secouriste la semaine dernière. Bah, tu vois. En fait, ils ont changé les dates. C'est le 1er décembre. Ah, bah, tu vois. T'es large, du coup. T'es large, la babotte. Alors, question 39. Et en effet, je lui demande de me serrer la main. D'accord? Je le pince pas, ni autre action qui pourrait être douloureuse. Une victime inconsciente peut ressentir la douleur sans pour autant l'exprimer. Donc, je ne la bouge pas. Ça pourrait aggraver son état. Donc il disait, voilà, je peux lui parler, lui demander qu'elle me réponde, d'ouvrir les yeux. Bon, comme je disais, lui poser des questions simples. Est-ce que vous m'entendez? On vous appelait. Quelle heure est-il? Non, je déconne. Ouais, qu'est-ce qu'il pense des enfants au Yémen? Question, voilà quoi, existentielle. Question 40. Alors, le temps de réaction peut être influencé par A, la fatigue, B, l'expérience de conduite, C, la météo, D, la durée du trajet. Je pense du dernier Joker, exactement. Alors du coup, qu'est-ce qui modifie le temps de réaction? On en a déjà parlé tout à l'heure. Tout ce qui atteint l'humain. Temps de réaction de l'humain, du coup. Le temps de réaction, pas de la voiture, le temps de réaction du conducteur, en effet. Alors la fatigue, en effet, la fatigue, ça joue, d'accord? Donc, l'expérience de la conduite, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on n'est pas habitué, on a plus de mal et on se fatigue plus vite. On est d'accord? On l'a dit tout à l'heure. L'expérience de conduite fait que, vu que t'es moins habitué, t'es obligé d'être plus concentré, tu fais attention. Moi, je le vois, hein, ma petite, là, en ce moment, là, depuis qu'elle a le permis, je roule un petit peu avec elle, tu vois, un petit peu et tout, tu le vois, hein, elle roule 1 heure ou 2 heures, et en fait, elle est épuisée, elle est crevée, parce que elle surveille vraiment partout, machin, ils ont moins d'expérience, donc ça fatigue, en fait. Donc, vu que l'expérience de conduite fatigue, donc du coup, forcément, ça joue sur le temps de réaction.
La météo, non, comme on a dit, qu'il pleuve, qu'il neige, tout ça, il pleut pas dans ta tête, il neige pas dans ta tête. Et la durée du trajet, la durée du trajet, forcément, plus tu roules longtemps, plus tu vas être fatigué. Ah, je le comprends comme l'expérience, ça n'influence pas. Ouais, en fait. Ouais. Le temps de réaction peut être influencé par l'expérience de la conduite également. La neige, ça obstrue la vue. Ouais, ça obstrue la vue. C'est pas faux. C'est pas faux. Et donc, A, B et D. La météo n'a pas d'effet direct sur le temps de réaction. En revanche, la fatigue allonge effectivement le temps de réaction, tout comme le temps de trajet, qui engendre à son tour de la fatigue. Exactement ce que je viens de dire. L'expérience de la conduite joue un rôle non négligeable. Un conducteur débutant met plus de temps à reconnaître une situation, à l'analyser et à prendre la bonne décision. Sans compter que les conducteurs novices se fatiguent aussi plus vite en raison des automatismes qui ne sont pas encore totalement acquis. Donc voilà pour cette série. Faites vos comptes. On parle de la neige européenne. Elle est moins dense, elle est moins dense. Bon, comme d'habitude, j'espère que cette petite série vous aura servi. S'il y a des gens qui la regardent en VOD, pas hésiter à me poser des questions s'il y en a. Et puis je continuerai, je referai d'autres plus tard. Merci. À bientôt tout le monde.